Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Martine, j'ai 62 ans. Je m'appelle Juliana, j'ai 41 ans, 2 enfants. Je m'appelle Peggy, j'ai 43 ans, 4 enfants. Je m'appelle Lison, j'ai 23 ans. Je m'appelle Edith, j'ai 54 ans, 1 enfant. Je m'appelle Khadija, 36 ans, 2 enfants. Héloïse, 17 ans. Je suis étudiante, retraitée, ouvrière, fleuriste, cadre supérieur, artiste. J'habite à Tours, à Saint-Jean-de-Mont, à Rissorangis, à Vénissieux. Un petit appartement de centre-ville, un pavillon de banlieue, une jolie maison à la campagne. J'ai un petit ami depuis 6 mois. Je suis fiancée. Je suis mariée depuis 2 ans. Je suis pacsée, divorcée, séparée, mariée depuis 40 ans. Je m'appelle Estelle, j'ai 58 ans, 5 enfants, 4 petits-enfants. Je suis céramiste. Maintenant, j'aime bien dire aussi que je suis sculptrice. J'ai été mariée pendant 32 ans au père de mes enfants. Maintenant, je suis veuve. Je m'appelle Estelle. C'est un prénom provençal qui veut dire étoile, parce que je suis née sous une bonne étoile, sans doute. Le 6 octobre 2023, à Pierre-Bénite, dans la banlieue de Lyon, Yasmina a été poignardée par son compagnon devant ses enfants. Le 6 octobre 2023, le même jour, j'ai été frappée, poignardée par mon mari. J'ai eu plus de chance que Yasmina. L'année d'après, j'ai fait la une du journal, le Dauphiné. Son mari a voulu la tuer, elle témoigne. Et puis il y a une double page, en page 2 et 3, sur les violences conjugales et le féminicide. J'aurais préféré ne pas avoir à faire la une du journal. Ou en tout cas, pas pour ça. Mais comme je le disais, un de mes fils veut encore mieux faire la une que la dernière. C'est l'ouverture du procès du meurtrier de Victorine, une étudiante de 18 ans assassinée en 2020. Alors, je ne vais pas vous parler d'un sujet léger, c'est sûr. J'ai eu des scrupules. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis légitime à parler de ça ? Est-ce que je vais pas salir la belle part de la vie qu'on a eue et de cet homme qui est le père de mes enfants ? Est-ce que, par respect pour lui, pour sa famille, pour ses fils, je peux parler de cette part d'ombre ? Parce qu'évidemment, moi, je vais vous parler des choses qui n'ont pas été. Et puis, quand je prends mon téléphone et que je regarde sur le site féminicide.fr le décompte des femmes qui sont tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon, aujourd'hui, début avril, on est déjà à 22 depuis le début de l'année, je me dis oui, il faut en parler. Féminicide.fr recense sur l'année 2023 103 femmes victimes, 85 chez elles, plus de la moitié étaient mamans, plus de la moitié également étaient en contexte de séparation ou de violence connue. Elles laissent 124 orphelins. Les auteurs, dans un quart des cas, se suicident. Certains d'autres tentent de le faire. Et puis, sur le site du gouvernement qui publie chaque année les statistiques liées aux violences conjugales depuis 2014, à ces chiffres-là, on peut ajouter aussi les 319 femmes dont je fais partie qui ont été victimes d'une tentative de féminicide. Et puis les 779 qui se sont suicidées ou ont tenté de le faire du fait des violences qu'elles vivaient chez elles. Si on ajoute tout ça, ça fait quasiment 1200 femmes, sans compter les enfants, les proches qui souffrent. C'est 3 femmes par jour. En France. Désolée.
Ça ira mieux? Allez, bien. Eh bien, je disais que cette question-là, on ne pouvait pas éviter d'en parler. Le féminicide, c'est un terme qui est relativement récent, il date des années 2000. Il est né au Mexique. Dans cette ville de Ciudad Juárez, on a retrouvé des dizaines et des centaines de femmes tuées, mutilées. Et depuis, il est rentré dans le discours, à défaut d'être rentré dans la loi. Donc on en parle de plus en plus. C'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Mon mari, il fait partie de ceux qui se sont suicidés et il avait laissé un petit mot. On viendra parler de féminicide. Réfléchissez de votre côté à comment les choses auraient pu tourner et considérez que pour moi, c'est un drame passionnel qui a débuté il y a 12 ou 13 ans, m'a fait beaucoup souffrir et que je parlerai d'homicide. Papa, mes frères, mes fils, restez fiers de moi. Je choisis à bout de force et d'espoir la seule issue possible. Celle de la réparation d'honneur, et celle qui laisse l'âme en paix. Et je le pense sincèrement au moment où je l'écris, qui permet aussi à Estelle, au vu de ses écrits, de partir au mieux. Alors ça m'a mis en colère. Qu'un homme décide de partir, c'est son choix, qu'il décide de m'emmener avec lui. C'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi, comment un homme peut écrire ça ? Alors voilà, j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans la tête d'un homme qui fait ça. Alors je pense que certains d'entre vous sont en train de se dire « Ouh là là, elle va nous parler de ce qu'elle a vécu, ça va être dramatique et ça va nous faire pleurer. » Alors peut-être. Moi j'ai beaucoup pleuré, j'ai tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin, surtout, servez-vous. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui se disent « Waouh, elle est courageuse, elle est forte, elle est résiliente, comme on dit. » Oui, peut-être. Vous vous dites peut-être que c'est rapide pour arriver à venir vous parler de ça. Et en même temps, pour moi, c'était un besoin impérieux qui peut-être va me permettre aussi de tourner cette page-là et de faire quelque chose de ce qui m'est arrivé pour en aider d'autres, je l'espère. Peut-être il y en a quelques-uns aussi, un petit tiers dans la salle qui se disent « Waouh, nous les gars, là, on va en prendre plein la tronche. » Ben oui, peut-être, mais pas forcément. Parce que moi, ce que j'ai compris en écoutant beaucoup, en lisant beaucoup d'histoires de femmes qui ont souffert, mon histoire, elle est peut-être personnelle, individuelle, mais elle se retrouve dans plein d'autres histoires. Les mécanismes qui nous ont menés là, je les ai retrouvés à plein d'autres endroits. Et finalement, j'en viens à me rendre compte qu'il y a un processus qui mène au féminicide, mais qui part des violences ordinaires que notre société nous transmet. J'ai un petit schéma, des fois c'est mieux qu'un grand discours, inspiré de ce que raconte Christelle Tarot, qui est presque mon homonyme, et qui a écrit un gros pavé de 3 kilos sur l'histoire mondiale des féminicides. Pour elle, le féminicide, c'est que la partie immergée d'un iceberg qui est bien plus profond, d'un iceberg qui est plus profond que ça, mais que notre société invisibilise. C'est sous la ligne de flottaison, tout ça, on ne le voit pas vraiment, c'est la violence ordinaire qui est alimentée par les rapports de domination, la domination des hommes sur les femmes. Donc, on ne voit que ça, mais elle parle de continuum. Et moi, j'ai envie de vous raconter comment cette violence, elle a pu naître et arriver à ce drame-là. Je m'appelle Estelle. J'ai 15 jours. C'est le jour de mon baptême. Ma maman a fait un joli album avec des petites photos, des petits mots pour raconter mes premières années de vie. Et le jour de mon baptême, elle écrit « Je suis très sage. Je suis très maligne, très coquine, mais toujours très sage. » Puis ça continue. Chez le docteur, je suis très sage. Lors d'un voyage en train, un train de nuit pour aller voir la famille, le matin, mes parents descendent le couffin du panier à bagages. J'ai dormi là-haut et les gens s'extasient. « Oh, mais il y avait un bébé dans ce compartiment, mais on ne l'a pas entendu de la nuit. » Ben oui, forcément, j'étais très sage.
Juste le jour de mon premier moisiversaire, ma maman a fait un joli gâteau avec une petite bougie. Mais comme je ne suis pas très gentille, à midi, je fais une petite colère, je n'aurai droit à mon gâteau que le soir. C'est ma première punition. J'ai 1 mois. Après viendra une petite sœur et puis une deuxième petite sœur, mais toujours très sage. Je serais curieuse de savoir ce que ma maman a écrit pour mon petit frère. Alors voilà, moi, bébé, j'intègre que pour que mes parents m'aiment, soient sages. Et j'ai continué. À l'école, on me disait plus que j'étais très sage, on me disait que j'étais timide, trop timide, qu'il fallait que je parle. Alors j'ai commencé à parler avec mes mains. J'ai fait beaucoup de dessins, de la peinture, du piano. Et puis plus tard, du modelage, du théâtre. Et toujours de la musique. Je vous présente Gédéon, l'accordéon. Arrête! Arrête! C'est ce qu'il m'a dit un jour où je jouais ce morceau que j'aime beaucoup. Vous allez voir que Gédéon, il a une place dans l'histoire. Et pourtant, tout avait bien commencé. On avait commencé, on s'est rencontrés en faisant du théâtre. Alors, c'était dans une petite comédie de Feydeau. Lui, il faisait beaucoup d'effets au public en tombant à la renverse, comme ça, à plat dos. Bon, moi, je suis incapable de le faire. Mais lui, toute la salle faisait « Ah !» Moi, je préférais la mise en scène. Après, j'ai monté Les Caprices de Marianne de Musset, dans laquelle il y a 2 rôles masculins intéressants. Moi, je voulais lui donner ce rôle-là. Mais lui, il voulait absolument celui-là. Et j'ai cédé, je lui ai donné le rôle. Moi, j'ai continué en faisant du théâtre. Lui est devenu ingénieur. On s'est assez vite mariés. On a eu des enfants, 1, 2, 3. Tout se passait bien. Il avait un métier intéressant qui nous a même permis de partir en expatriation en Uruguay. Non, cherchez pas. Moi non plus, je savais pas où c'était. C'est un tout petit pays coincé entre l'Argentine et le Brésil. Et puis en rentrant, on a eu envie d'agrandir la famille. On a refait 1, 2 enfants, que des garçons. On avait une jolie maison, beaucoup d'amis qu'on a rencontrés par l'école. On faisait des soirées-jeux à la maison. Il animait des fêtes, il avait un orgue de barbarie. C'était joyeux. Et puis, il faisait plein de choses avec ses enfants, du vélo, du camping en montagne, des cabanes. Il les emmenait au match. Bref, de l'extérieur, une famille parfaite, idéale, qui devait faire envie à certains. Bon, c'est vrai, ceux qui le connaissaient disaient « il est colérique ». Oui, il était capable de taper du poing sur le tableau de bord de la voiture parce qu'on était dans des embouteillages monstres. Il était capable de pousser un coup de gueule parce que les garçons et leurs copains faisaient trop de bruit à 2h du matin. Bon, il avait ce côté impulsif. Il changeait d'avis des fois comme de chemise. On devait aller chez des copains. Ah non, finalement, j'y vais pas. Je suis fatiguée. Un côté un peu autoritaire aussi. Les garçons, débarrassez le travail, là. Finis ton gâteau, là. Dépêche-toi. Papa va faire des frites à midi. Il faut que ce soit propre, prêt. Eh ben, on se disait, il est comme ça, c'est son tempérament, on l'aime bien comme ça, finalement. Jusqu'au jour où, il y a eu ce que j'appelle, moi, le bouton rouge, un déclencheur, à partir duquel les choses se sont envenimées. Ce jour-là, c'est la fin de scolarité d'un de nos enfants et il est de tradition de faire une soirée. Les enfants préparent une pièce de théâtre, les professeurs préparent des petits discours ou des petits sketchs et les parents qui le souhaitent peuvent aussi le faire. À l'époque, moi, je préparais un spectacle de contes avec un ami
qui était papa, dans cette même classe. Et voilà, on a détourné le spectacle de contes pour en faire un petit truc rigolo. Ça a posé tellement de problèmes par la suite que j'ai déchiré toutes les copies de ce truc-là. Je l'ai effacé sur l'ordi. Bref, j'en ai plus de traces, sinon dans ma tête, ça n'a pas supprimé les problèmes. Ça ressemblait à ça. Ouf, ah bah dis donc, il était temps qu'on s'arrête. 10 ans, on va faire le taxi, ras-le-bol. Ah ouais, ça tu l'as dit, puis dès qu'il y a un truc à faire dans cette école, c'est oh, les parents, vous êtes là? Ouais, et puis alors sous couvert de leur donner de l'autonomie et de la liberté, on leur donne de drôles d'idées. Ah, tu sais quoi, moi le mien maintenant, il va aller en Australie en creusant un tunnel sous la mer. Voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Et en fait, il l'a très mal pris. Il me disait que j'avais donné à ce papa-là 10 ans d'années de sa vie, 10 ans de sa vie de papa d'école, et que c'est à lui que j'aurais dû les donner. Je lui aurais donné le rôle. Alors à partir de ce jour-là, tout ce qui rappelait le théâtre, la musique, puisque ce papa faisait partie d'un petit groupe de musique dont je faisais partie, qui animions des bals folk, un petit groupe sans prétention et sans histoire. La musique a posé problème, le théâtre a posé problème. Les violences, elles sont de plusieurs types. Les plus évidentes peut-être, ce sont les violences verbales, crier, hausser le ton, faire répéter, donner des ordres. « Aide-moi ! Va-t'en, reviens, rappelle-moi. » Au contraire aussi, ça peut être se murer dans le silence. Moi, j'appelais ça se mettre dans sa grotte aux abonnés absents. Les jeunes aujourd'hui, ils appellent ça le ghosting. Moi, je connaissais pas. Mais on se sent complètement ignoré et c'est très désagréable, effectivement. Après, évidemment, les insultes. Ah, t'es qu'une chieuse, mauvaise femme, connasse, saloperie, ordure, et je vous en passe des pires. Mais il y a aussi les violences physiques. Alors, il avait une stature assez imposante, donc quand il fronçait les sourcils, qu'il faisait ses yeux noirs, des fois il me prenait comme ça, ou par le bras, ou il me bloquait la sortie. Évidemment, ça s'est beaucoup déchaîné sur des objets. C'était un coup de poing dans le placo, dans une porte, des livres qui valdinguent, un téléphone qui vole. C'était un trou dans une porte vitrée de la petite armoire de ma grand-mère. Il l'a réparée, il m'a dit, elle est beaucoup plus jolie comme ça. C'était un miroir qui fait un vol plané, c'était un téléphone qui vole, c'était les clés de la voiture qui jetaient dans les buissons, qu'on n'a jamais retrouvées. C'était un téléphone encore. À croire qu'on ait des actions chez Samsung, non, pourtant. La petite armoire, elle a fini aussi par tomber avec toute la vaisselle dedans. Et ça non plus, c'était pas une pub pour changer sa vaisselle. Et puis un jour, c'est une claque qui vole. Il avait toujours dit, le jour où je te frappe, je te quitte. Ce jour-là, il n'est pas parti. Mais je lui ai pas demandé de partir non plus. Mais il faut savoir que le jour où il y en a une, en fait, c'est la porte ouverte à ce qu'il y en ait une deuxième, puis une troisième. Et ça s'arrête pas à ce type de violence. Peut-être pire encore, c'est les violences psychologiques. C'est il dénigre. Ouais, tu te fais plaisir sur scène avec ton travail, la jolie petite vie, et tout ça pour gagner quoi? Ou alors, il humilie. Un jour, il a acheté son alliance comme ça. Jamais retrouvé. Il isole. Mais qu'est-ce que t'as besoin? Coupe les ponts avec un tel, là. On n'est pas bien, là, tous les deux. Ou encore, il impose. Il impose ses horaires. Si on est chez mes parents et qu'ils décident qu'on s'en va, dans le quart d'heure, il faut que les gamins soient là, les affaires rassemblées, et hop, on s'en va. S'il a décidé de se coucher et que moi, je vais pas me coucher, il va me faire la tête. S'il se lève à 4 heures du matin, j'ai qu'à dire amen. Si je me lève à 4 heures du matin, on croirait que je l'abandonne. Voilà. Et puis, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup concernée, c'est le harcèlement.
Le harcèlement, c'est imposer un comportement à son partenaire qui va lui pourrir la vie. Ça peut être de plusieurs types. Moi, c'était beaucoup avec le téléphone, les appels, les SMS à toute heure. Il me raccroche au nez, il me rappelle. Un jour, je suis en expo à Lyon. C'est un endroit où j'expose régulièrement avec des copines peintres ou céramistes. Viens voir, Claude, je te montre mon dernier travail. Alors, le raku, je suis toujours fidèle. Mais là, tu vois, j'ai essayé d'autres choses avec un grès rouge et puis des engobes de porcelaine éventuellement. Ah, attends, excuse-moi, ça c'est mon mari. 2 petites minutes. Allô? Bah oui, depuis ce matin, ça va, hein. Non, c'est tranquille. Hein? Ah ouais, t'as repensé à tout ce qu'on s'est dit hier soir. Waouh. Alors attends, si on en a pour un moment, excuse-moi, mais j'ai quelqu'un qui attend, qui veut me dire au revoir avant de partir. Je te rappelle juste après. Bon, excuse-moi, mais ça peut durer un moment. On se voit bientôt en stage, de toute façon, tu sais que t'es la bienvenue quand tu veux. Hein. Allez, ciao. Allô? Quoi? Comment ça? Mais je t'ai prévenu, je t'ai pas raccroché au nez. Un manque de respect, bah non. Quoi? Ah, enfin non. De quel droit tu dis ça? Un client qui va même rien m'acheter, mais qu'est-ce que t'en sais? Ouais, voilà, il me raccroche au nez. Ah oui, puis maintenant il est sur répondeur, évidemment. Mais enfin, Claude, c'est pas un client, c'est une copine. Ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps, vous voyez. Il faut toujours que j'essaye de justifier ce qu'il me répond, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Voilà. Après, il y a encore d'autres violences. Alors, économique, par exemple. Moi, j'ai une copine, il fallait qu'elle rende compte de toutes ses dépenses à son mari. C'est lui qui disait si elle avait le droit d'acheter ci ou pas. Des violences administratives quand le mari garde le passeport, par exemple. Des violences sexuelles. Oh, pendant longtemps, moi, je me suis dit, bon, ça va, je ne suis pas concernée. Et un jour, je me suis rendu compte que, en fait, à partir du moment où si moi, j'ai pas envie et que lui a envie, et qu'il insiste jusqu'à ce que je dise oui pour avoir la paix, c'est une violence. Et que si jamais je dis non et qu'il va me faire la tête pendant 2 jours, c'est une violence aussi. Et que finalement, j'y ai eu droit également. Après, il y en a une, ça, j'y ai pas eu droit parce que je crois que je ne suis pas de la bonne génération, c'est le cyberharcèlement. Les réseaux sociaux. Bon, malheureusement pour les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être très violent. Moi, j'avoue que ça, je n'y ai pas eu droit. En revanche, et surtout sur la fin de notre relation, des menaces et du chantage, il y en a eu beaucoup. Je viens de vous en parler un peu, mais ça pouvait être des chantages à partir, bien sûr, mais quitter son boulot, par exemple. Un jour, je reçois ça comme SMS. Je t'informe que je vais rendre ma démission à mon employeur dans la semaine et qu'à partir de maintenant, nous vivrons sur le seul revenu de tes activités. Bon, il savait que ça allait me faire réagir, ça. Et puis, il me tendait ses poignets comme ça. Sans la force que j'ai dans mes bras, je suis capable de tuer quelqu'un. Ouais, il avait de la force. Après, moi, il me disait toujours, t'es la mère de mes enfants, je toucherai jamais un de tes cheveux. Les menaces, elles étaient beaucoup sur lui. Menaces au suicide. Il me faisait des petites remarques du style, j'ai le couteau de Lulu dans la poche. Lulu, c'est le cheval à qui on donnait des pommes. Un autre jour, j'étais sur un petit stand, sur un marché de Noël à l'école, et puis il m'appelle. Il avait trébuché sur le chat, il s'était fait très mal au genou. Alors le chat, on m'a pris pour son grade, mais moi, il fallait absolument que j'aille le soigner. Donc, je suis allée le soigner. J'ai laissé mon stand à mon gamin de 12 ans. Il voulait même pas que je l'emmène chez le médecin. Alors je lui ai donné un Doliprane ou je sais pas quoi, et puis je suis rentrée. Mais j'étais à peine rentrée que j'avais un message comme quoi j'ai aiguisé le couteau de la cuisine. Ah, ben je fais quoi, moi? Puis juste derrière, c'est mon fils aîné qui m'appelle. Maman, c'est quoi ce mail que papa il a envoyé? Quel mail? Moi, j'ai rien reçu. Un mail où il dit je suis désolée, j'y arrive plus, je vous aime très fort, je veux pas vous faire de mal, mais enfin un mail d'adieu, quoi. Ce jour-là, on a réussi à raccrocher les morceaux. J'ai 2 copains qui sont venus m'aider.
voilà, je ne sais pas comment, mais on a réussi à passer à autre chose. Et puis, moi, j'écrivais de temps en temps. Seul le bon crée du bonheur. Ça, c'est Thirier. Ouais, parce que des fois, il me disait ah, mais te casse pas la tête, je vais te faire à manger ce soir, comme ça, t'es tranquille, tu peux faire autre chose. Et puis, arrivé 19h, je lui disais, mais tu fais quoi à manger, là? Les gamins, ils ont faim. Oh, mais t'as vu l'heure? Non, je vais pas faire à manger à cette heure-là, on n'a qu'à faire du Thirier. Moi aussi, j'aurais pu faire du Thirier, hein. Ça, je sais faire. Bref, là-dedans, j'écrivais un peu des choses qui me faisaient du bien d'écrire. Et alors, je vais vous raconter... Alors, il faut que je vous dise, donc ça s'est passé le 6 octobre, mais le 6 mars, j'étais allée chez les gendarmes. J'ai fait une déposition. Ça a fait bouger plein de choses. Le 6 avril, j'ai dit je veux qu'on se sépare. Et puis au mois de mai, j'ai changé d'avis, je suis revenue. Et puis au mois de juin, le 6 juin, j'ai dit non, mais si, je pars. Et cette fois, c'est définitif. Et puis 6 juillet, il y a encore eu un truc, il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit je coupe le contact direct. Mais quand j'ai écrit ça, il avait quand même réussi à trouver une petite faille pour revenir en contact avec moi. J'ai écrit ça même pas un mois avant. Difficile de gérer la distance. Partagée entre l'envie de rester sur mes décisions et ma prise de distance et celle de l'aider et de le croire. Je sens aussi qu'il veut m'emmener là où je n'ai plus envie d'aller. Il me dit que c'est d'avoir trop parlé avec d'autres, que je n'écoute pas mon cœur. Mais si je suis honnête avec moi-même, je suis bien quand je suis sans lui. Voici le genre de choses qui me hérissent encore le poil. Quand est-ce que tes copines se sont permis de faire ce que tu m'as fait avec d'autres hommes? J'ai bien envie d'envoyer un petit sondage par mail, tiens, ce serait intéressant. Ou quand il me parle de la chanson de Balavoine, mon fils, ma bataille, vous savez, en citant « je vais tout casser ». Quand il me soutient qu'il n'a rien bu alors que je l'entends à sa voix, et que le lendemain il vient s'excuser parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il m'a dit la veille. Quand il me dit qu'il n'a plus de sens à sa vie, qu'il va en finir et qu'il ajoute « tu n'en as rien à foutre, c'est ce que vous cherchez de toute façon ». Quand il reconnaît avoir été violent, mais ajoute juste après « mais tu pourrais quand même reconnaître que ce que tu m'as fait, c'est du harcèlement moral ». Hier, je me suis même énervée au téléphone parce qu'il pleurnichait, qu'il était épuisé et que je ne réagissais pas, sous-entendu pas comme il l'attend, quand il me parle d'en finir dans cette vie-ci. Ce soir, je suis sûre de vouloir continuer sur ce chemin de séparation, quel qu'en soit le prix, pour moi et pour lui. 3 maisons à visiter à Barbière. Ça s'arrêtait là, et ce carnet, je l'ai laissé traîner sur la table de la cuisine. Je devais aller chercher ma voiture en vélo, j'avais pas beaucoup de temps, et je me suis dit, je le récupère demain. Le lendemain, je devais venir pour un cours avec des enfants, et puis charger des sculptures parce que j'avais une exposition à installer l'après-midi. Et entre les deux, j'avais accepté de caler un rendez-vous, de l'emmener à un rendez-vous qu'il avait chez le médecin. J'arrive, on boit le café, c'était un peu bizarre, un peu tendu évidemment, et puis je vais charger ma voiture, il doit me rejoindre pour m'aider. Alors celle-là, je vais la mettre devant. Je me suis pris un coup, et en fait c'était lui avec un manche de pioche, et là je me suis pris une pluie de coups sur la tête. Et les enfants, t'as pensé aux enfants? Oui, j'ai pensé aux enfants. Mais je veux pas mourir. Fallait y penser avant. T'avais qu'à pas laisser traîner ton carnet. Mais je ferai ce que tu veux, je reviens si tu veux. Laisse-toi assommer, tu souffriras moins. Ça a duré comme ça un petit temps. Je me suis pas laissée assommer. Il a sorti un couteau. Je me suis défendue de toutes mes forces. Et puis, à un moment, je me suis dit, peut-être il faut que j'accepte que je vais mourir. Et je sais pas, j'ai eu une intuition, je lui ai dit, j'ai arrêté de me défendre. Je lui ai dit, je suis en train de mourir, laisse-moi. En fait, il m'a laissé. Il est allé chercher un matelas, un oreiller, qu'il a mis par terre, il m'a couché dessus, il m'a couverte avec une couverture. Il m'a fait un bisou sur la tempe en me disant, je t'aime. Il est parti. J'ai entendu la moto démarrer, s'arrêter. J'ai pas bougé.
Ça a peut-être duré 5 minutes, ça m'a paru une éternité. Et puis la moto a redémarré, elle s'est éloignée. Je me suis levée. Ça tournait tellement que je me suis écroulée sur le matelas à nouveau. Mais là, je me suis dit, ma fille, si tu veux pas mourir maintenant, bouge-toi, tout de suite. Alors je me suis traînée et j'ai réussi à aller jusqu'à la maison et à choper mon téléphone. Les secours sont arrivés. Les gendarmes, ils ont trouvé ça sur son bureau. Nous venons de partager notre dernier café, sans geste de tendresse. Quelques mots auraient encore pu me faire basculer, mais rien. On va charger la voiture, enfin démarrer ensemble. Je suis bien à partager ces moments-là avec Estelle. Après, il y a un blanc et puis il réécrit entre les deux démarrages de moto. C'est fait. Malheureusement pas comme je le voulais, plus douloureux. Je m'en veux, mais on a pu parler. Estelle veut que je la laisse partir seule, qu'elle ait le temps de dire au revoir. J'y vais. Maintenant, je peux finir mes morceaux. Je suis tombée parmi mes lectures sur un livre d'un psychiatre qui s'appelle « Pourquoi fait-il ça ?» d'Andy Bancroft. Et en fait, j'ai essayé de comprendre ça. Pourquoi un homme peut faire ça? Et lui, il soutient que c'est pas par incapacité intellectuelle ou par traumatisme émotionnel. C'est pas une histoire de sentiments et d'émotions, c'est une histoire de manière de penser, de socialisation, de modèle de rôle masculin. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des choses que j'ai retrouvées dans beaucoup d'histoires, en fait, d'autres femmes. La première chose qu'il relève, c'est qu'il est contrôlant. Contrôler les vêtements, les sorties, etc. Tu pourrais t'habiller en petite femme, là, avec la jupe noire que j'aime bien, puis tes petites sandales. Et puis, ces boucles d'oreilles, ça fait quand même 3 fois que je te dis que je les aime pas. Bon, ok. Tu peux aller répéter, mais à minuit, t'es rentré. Ah, puis tu vas pas les jouer dans un bar, hein, c'est pas correct quand même. Ou les sujets qu'on aborde, les sujets qu'on traite si on n'est pas d'accord avec lui. Alors au début, c'est bon, allez. Et puis si on insiste un petit peu, ça va être ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, il y a des sujets, il vaut mieux carrément éviter. Le Front National, les migrants, la peine de mort, voilà, ce genre de trucs. Après, ce sont des hommes qui se sentent avoir des droits. Le droit que leur femme soit là le soir pour leur faire à manger, qu'elle fasse la lessive ou l'entretien de la maison, qu'elles assouvissent leurs besoins sexuels, émotionnels. Ah, les mamans, là, vous allez peut-être vous rendre compte, quand il est 19h à peu près à la maison, qu'on est en train de préparer le repas du soir, qu'on a 2 jeunes enfants,
Il y en a un ou deux au bain. Il y en a un qui fait ses devoirs. Il y a l'autre qui va falloir bientôt aller chercher à son entraînement de hand. Et puis il y a l'autre qui est en musique ce soir, donc il va falloir refaire le taxi. Et c'est à cette heure-là que monsieur demande de l'attention pour les petits soucis qu'il a eus au travail aujourd'hui. Non mais vous croyez que c'est le bon moment? Franchement, on ne peut pas attendre, je sais pas moi, 21h, 22h que les enfants soient couchés. Eh ben non, il ne pouvait pas. Voilà. Et puis, alors lui, il a le droit de se mettre en colère. Il a le droit d'insulter. Eh ben parce que peut-être vous vous dites, mais elle n'a pas essayé un peu de pas se laisser faire. Eh bien si, j'ai essayé, mais je crois que j'ai fait ça un jour. Et puis je crois que je l'ai insulté une fois. Mais je l'ai vu tellement fulminant en face de moi, comme prêt à exploser que, oula, non, on va essayer autre chose. Il y a des gens qui sont très forts pour souffler le chaud et le froid. C'était un jour... Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller jouer avec eux, là? Tu vas en trouver d'autres, des groupes, arrête. Et puis, quelques jours après, non, mais c'est bien ce que vous faites. Ouais, vas-y, et puis moi, je vais venir aussi quand vous allez jouer. Il inverse les réalités. Vous avez vu dans ce qu'il écrit, hein, il me disait, tu es perverse, tu me fais du mal, tu me fais du tort. Il me parlait de harcèlement moral, d'humiliation, de trahison. Et malgré tout ça, il s'efforçait d'avoir une bonne image à l'extérieur. C'était important, c'est pour ça qu'il me disait tout le temps, mais arrête de parler à tout le monde, tu nous pourris la vie. Mais en fait, je pourrissais son image, de lui surtout, dans le regard des autres. Lui, c'était le gars qui arrivait, qui mettait de l'ambiance, avec son orgue, avec son humour, il était joyeux, il était toujours prêt à donner un coup de main. Si quelqu'un avait besoin, il était là. Si une copine avait besoin de soutien, il était là pour l'écouter. Bref, de l'extérieur, on ne voyait rien. Et quant aux violences, il avait une fâcheuse tendance à les minimiser. Voilà, on va quand même pas faire une histoire pour quelques claques. Hein. C'est juste des balayettes. Des petites calottes gentilles, il appelait ça. Des petites calottes gentilles qui m'ont fait mal des fois pendant 3 jours. Et puis il est possessif et jaloux. Tu es ma femme, disait-il. Regarde une telle comme elle valorise son homme. Dès que je faisais quelque chose avec un autre homme, c'était comme si je lui donnais ce que j'aurais dû lui donner à lui. Un jour, je reviens d'une expo, j'étais toute contente. J'ai rencontré le gars qu'on a vu la semaine dernière, tu sais, avec ce beau lieu d'expo là qui me fait rêver. Il a bien aimé mon travail. Surtout les pièces en fumée là que j'ai mis sur les... Ouais, bon, sauf les supports, il trouve que elles seraient mieux... Oui, je sais que c'est toi qui as fait les supports, mais moi j'ai validé les supports. Et... Voilà, c'est pas grave, il a le droit de pas aimer les supports. Et c'est rien contre toi, c'est... Ben, ça va, t'énerve pas. Voilà, ce genre de choses. Quand je fais des cuissons raku, c'est celle-ci là, avec les petites craquelures en noir et blanc. J'obtiens ça parce que je sors la pièce à chaud du four. On voit là-dessus. Quand je dis à chaud, c'est 980 degrés quand même. Hein. Je mets ça dans un récipient avec des copeaux de bois qui, avec la chaleur de la pièce, vont prendre feu. Et la combustion va, avec le carbone, noircir toutes ces parties qui n'ont pas été émaillées et rentrer dans les petites craquelures. Et puis, ça fait des pièces qui sont du coup complètement uniques, puisqu'on ne sait jamais exactement où vont se mettre les craquelures. Et moi, j'aime ce côté aléatoire de la cuisson raku. Et pour la terminer, après, on plonge la pièce dans un récipient d'eau froide. Ah, ça me fait penser à cette légende de la grenouille que vous connaissez peut-être. On raconte que si on plonge une grenouille dans un récipient d'eau chaude, d'eau bouillante, elle donne un coup de patte et elle s'en va. Si on la plonge dans un récipient d'eau froide qu'on va faire chauffer petit à petit, bah au début, tranquille, elle est bien, quoi. Petit à petit, ça chauffe, ça va encore, mais c'est de plus en plus désagréable, et puis c'est franchement insupportable, et au moment où la grenouille veut donner le coup de patte pour partir, en fait, elle est cuite. Bon, il paraît que c'est pas vrai, scientifiquement parlant, que c'est n'importe quoi, mais bon, moi, l'image, elle me parle.
Elle me parle de ce qu'on appelle l'emprise. Parce que, sans doute vous vous dites, mais pourquoi elle part pas? Quand on vit des choses comme ça, on s'en va, non? Eh ben non. On s'en va pas parce qu'en fait, on est pris dans quelque chose qui s'est mis en place petit à petit, qui est l'emprise ou le contrôle coercitif, qui est le fait par un partenaire de développer toutes des stratégies d'isolement, d'intimidation, de contrôle, de violence physique, qui vont venir de manière progressive et empêcher la partenaire de partir. Son but, c'est pas de la détruire, c'est de la garder à sa disposition, parce qu'il en a besoin. Moi, j'ai repensé, mais longtemps après, que la première chose qu'il m'a dite quand on s'est rencontrés, c'est pas je t'aime, c'est j'ai besoin de toi. En fait, il avait besoin que je sois là. Je vous ai fait un petit schéma pour expliquer ce qui se passe. Oups. Ce cycle de la violence. C'est un cycle en 4 phases. Une phase où les tensions vont monter petit à petit, des reproches, des colères, et l'autre va essayer tout ce qu'il peut pour faire baisser la tension, pour ne pas donner prise, pour arrondir les angles. Mais c'est un peu comme une cocotte minute, il y a quand même un moment où ça finit par exploser, quoi. C'est la crise. Pas forcément longue, mais intense. Et puis juste derrière, la phase de justification, où il va essayer de trouver des raisons pour expliquer son geste. Ouais, je suis fatiguée au boulot en ce moment. Tu sais bien que j'ai la pression, là, il y a des échéances. Oh, mais les enfants qui arrêtent pas de se chamailler, là, puis qui se réveillent la nuit, moi, j'en peux plus. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que quand tu dis ça, ça m'énerve. Voilà, plein de choses qui viennent de l'extérieur pour le dédouaner de sa responsabilité. Et puis juste derrière, quand même, des belles promesses. Mais c'est bon, je te promets, excuse-moi, ça se reproduira pas. Il va se remontrer à nouveau tout gentil, tout tendre, amoureux. Il va ramener un bouquet de fleurs, un petit dessert proposé, un moment de câlin ou une sortie en amoureux. Et on y croit. Et on se dit, bah ça y est, c'est possible puisque je l'ai connu comme ça. Il a l'air de redevenir comme ça. Et moi, je disais à mes copines, non mais c'est bon, c'est passé. Le plus dur est derrière nous. Eh ben non, le plus dur n'est pas derrière nous parce que ce cycle-là, en fait, il se répète. Il s'intensifie, il s'accélère. Les phases, elles peuvent être longues des fois. Et puis, de plus en plus courtes. Et quand on veut partir, eh ben c'est vraiment pas facile. Et dans mon cas, il y a eu quelque chose qui a en plus aggravé, c'est l'arrivée de l'alcool. L'alcool s'est invité petit à petit. Au début, c'était un verre pour essayer de détendre les choses, et puis ça a pris des proportions graves. Et l'alcool, c'est un problème parce que comme c'est socialement admis, voire encouragé, hein, on a une culture paillarde en France qui est quand même une culture vigneronne aussi, viticole, qui fait que c'est plutôt bien perçu. Mais l'alcool, en fait, il lève des inhibitions, il permet d'oublier, il permet de minimiser ce qui se passe. Non, mais c'était pas moi, c'était l'alcool. Je sais plus trop ce que je t'ai dit hier soir, mais considère que c'est pas ce que je pense. Ben, c'est un peu facile. Et puis, il a mis très longtemps à accepter d'admettre que ce soit un problème et qu'il avait besoin de se faire accompagner là-dedans. De toute façon, il avait toujours fait les choses lui-même. Il avait appris l'apiculture tout seul. Il avait appris à faire un canoë tout seul. Il avait appris à jouer de la guitare tout seul. Il avait appris à tailler les fruitiers tout seul. C'était un self-made man. Ouais, et puis alors, aller voir un thérapeute qui allait se liguer avec moi contre lui, eh ben ça, non merci. Hein. Et puis c'est pas son monde, comme il disait. Il pensait qu'il n'en avait pas besoin. Alors un jour, quand même, il s'est retrouvé à l'hôpital. Un jour où il était parti en voiture, il avait trop bu, il s'est fait arrêter par les gendarmes parce qu'il a brûlé des feux rouges. Ils l'ont emmené aux urgences et moi je me suis dit, ah, enfin, il est pris en charge. Eh ben, à minuit, je reçois un appel d'un numéro que je connaissais pas. Madame, je suis avec votre mari là. Il rentre de Lyon en bus et on lui a volé son portable. Il faudrait que vous veniez le chercher à l'arrêt de bus en face de la gendarmerie. Je vais le chercher. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'au moment où il devait mettre la chemise bleue de l'hôpital, là, il a trouvé ça très humiliant. Et puis il a vu le petit panneau
sorti de secours. Il s'est barré. Il est sorti de l'hôpital. Alors évidemment, on sort pas de l'hôpital comme ça. Hein. On s'est fait rattraper par le service de sécurité qui nous a rappelé. On était à peine rentrés à la maison qu'il a fallu que je le ramène. Mais c'est pour vous dire à quel point il freinait des 2 pieds quand il s'agissait de voir un médecin. Le médecin, il savait se les mettre dans la poche. Hein. Du coup, ça a duré un moment. Et moi, j'ai réussi à commencer à envisager de partir quand je suis sortie du déni dans lequel j'étais moi. Quand j'ai compris cette histoire de chaudron et qu'il fallait bouger. Alors, il y a 2 choses qui m'ont aidée. Il y a ce livre. Mon fils, il m'envoie la couverture de ce livre un jour où il était en voyage loin. C'est une bande dessinée qui parle de l'emprise d'un homme sur l'autrice et de comment elle arrive à se sortir des pattes de ce manipulateur. Elle montre que c'est difficile, que c'est dangereux, mais que lui ne changera pas. Et l'autre chose qui m'a aidée à prendre conscience de ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé chez ma sœur dans les toilettes. Alors, il n'était pas si grand, hein, ça je vous l'ai fait en format un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Le violentomètre, cet outil vraiment très intéressant pour prendre conscience que ce qu'on vit, c'est de la violence. Parce qu'on ne le sait pas quand on est dedans. Le verre, c'est tout bien, hein, c'est profite, ta relation est saine quand il a confiance en toi, quand il est content, quand tu es épanoui, quand il accepte tes amis, etc. Là, déjà, sois vigilant, dis stop quand il te fait du chantage, si tu refuses de faire quelque chose, quand il est jaloux en permanence, quand il contrôle tes sorties, tes habits. Et puis là, protège-toi, demande de l'aide. Tu es en danger s'il t'oblige à regarder des films porno, s'il t'isole de ta famille, s'il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, etc. C'est une menace de se suicider à cause de toi. Alors moi, je l'ai fait, l'exercice de cocher les cases. Vous pourrez venir voir tout à l'heure aussi, c'est intéressant de savoir où on en est. Et bien, j'ai trouvé que je cochais beaucoup de cases. Et là, un petit signal d'alerte qui s'est allumé. Mais c'est pas si facile que ça de partir. C'est même très difficile. Pour plein de raisons. D'abord parce que pendant 95% du temps, ça se passe bien. Et on se dit, il n'y a que 5% du temps où ça se passe pas bien. Mais sinon, on avait une vie heureuse à plein de moments parce qu'il n'est pas tout le temps, comme je vous ai montré, Dieu merci. Et puis j'ai une amie, un jour, elle me dit, mais tu dis qu'il est 95% du temps, ça se passe bien, mais pendant cette période-là, t'es pas un peu en train de penser à quand est-ce que ça va arriver, ça? Et là, j'ai réalisé qu'en fait, oui, je passais mon temps à me dire, mais qu'est-ce qu'il va me dire si je lui dis ça, si je lui dis que je veux faire une formation alors que le week-end dernier, on n'était pas là, que le week-end prochain, il y a ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis ça? Si j'ai un truc à lui demander, je peux te demander quelque chose? Ah ben non, pas maintenant, hein, pas à l'heure de l'apéro. Ah. On peut parler? Ben non, pas au café, laisse-moi tranquille. Ah. On peut prendre rendez-vous pour parler? Ouais, on prenait rendez-vous pour parler. Non, ça s'appelle de l'hypervigilance, en fait. Donc en fait, on n'est pas tranquille du tout. Et puis, c'est difficile parce qu'on se sent fragile. On se sent pas forcément capable, avec 5 enfants sous le bras, un métier qui paye pas très bien, d'aller faire sa vie ailleurs, quoi. Il paraît que quand on se sépare, la femme, elle perd 25% de niveau de vie. L'homme, 3% seulement. Donc, c'est difficile. Et puis, on y croit, on se dit, mais nous, on va y arriver, on va sortir par le haut de ces difficultés, on s'aime, nous, on est plus forts, on y croit. On va le sauver, et puis il a besoin de moi, il est tellement mal, il est tellement à bout. Je le dis encore dans mon carnet, je sais pas, 10 jours avant, je dis, ça me fait bizarre de le voir aussi mal et j'ai envie de l'aider. Mais on peut pas. On peut pas. C'est dangereux. On le sait, mais on veut pas y croire. Il disait toujours, toi, je toucherai jamais un de tes cheveux. Et je le croyais.
Je pensais que ça pouvait arriver depuis que j'avais lu ce livre, mais pas maintenant. Plus tard, quand il n'y aurait plus rien qui nous relie. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il se sent perdre le contrôle quand la femme veut partir, s'émanciper. Et Anne Bouillon, qui est une avocate qui a beaucoup travaillé avec des familles de victimes, elle dit que, en fait, il y a un effondrement psychologique à partir du moment où la femme de sa vie s'en va, puisque il a plus de vie. C'était la femme de sa vie, donc il a plus de raison de vivre. La seule chose qui peut arriver à mobiliser, c'est la violence. Alors, il a essayé des grosses colères, il a débranché ma batterie de voiture, il est arrivé à l'improviste, il a essayé, mais il a vu que je fermais et que j'étais soutenue dans cette fermeture, cette rupture de contact. Et après, il a essayé d'autres choses. Il dit, reviens, petite Estelle, reviens. Il me promettait de faire tout ce que je lui demandais, de se faire soigner. Il me proposait d'aller boire un café, d'aller à un concert, d'aller faire une balade. Et c'est comme ça qu'il a réussi à reprendre contact avec moi, par le calme, et à ouvrir cette brèche qui a fait que j'ai accepté de le revoir. Il y a une autre chose dont il faut quand même que je vous parle, surtout que j'en ai 2 qui sont ici. C'est les enfants, le rôle des enfants. Les enfants, c'est d'abord un gros frein, parce qu'on se dit, d'une part, les enfants, ils ont besoin de leur papa. Il a été un bon papa, à certains moments. On veut préserver la structure familiale. Et puis, on ne veut pas leur faire porter la responsabilité de ça. On se dit, pour eux, il faut que je tienne. Je me souviens d'un jour où ils sont venus me voir en me disant, maman, je veux pas que vous vous sépariez. En pleurant, ben oui, on veut pas non plus. Et puis, on veut peut-être pas non plus les lui laisser. En se disant, au moins, tant qu'on est là, on peut prendre soin d'eux. Quand on sera plus là et qu'ils seront avec lui, on maîtrise pas. Et on sait que c'est des moments où ça peut être dangereux pour les enfants. Et puis, il y a quand même un moment où c'est l'inverse qui se passe. Un jour, je suis en expo dans le sud. Alors évidemment, comme je suis loin, je peux pas gérer les allées et venues des enfants, les courses, etc. Je lui ai proposé, parce que je sais que quand il faut aller chercher un gamin à 20h, c'est l'heure où il n'est pas forcément en état de le faire. Je lui ai dit, tu veux que je trouve une solution ? Bah non, je suis son père, je vais aller le chercher. Ok, super. Donc, à une demi-heure avant, je me dis, je vais quand même l'appeler pour être sûr qu'il n'est pas oublié. Donc, depuis le sud, je l'appelle. Je tombe sur le répondeur. J'ai un petit doute, là. Et puis, une demi-heure après, c'est le gamin qui m'appelle. Maman, il n'est pas là, papa. Et merde, comment je vais faire ? On habitait un coin paumé, là. On ne pouvait pas rentrer tout seul. Et je connaissais pas grand monde, ça faisait pas longtemps qu'on était dans le coin. Ah si, j'ai un cousin quand même, ça je peux lui demander. Répondeur. Il était en montagne. J'ai l'ami d'une copine. Oui, je peux lui demander ça. Oh, répondeur. Il était en déplacement professionnel. J'ai fini par appeler ma voisine la plus proche, que je connaissais pas beaucoup, mais elle a pu aller chercher. Ouf. Et 1 heure après, le gamin m'appelle. Ah, ça y est, t'es rentré ? Tout va bien ? Ah non, ça va pas. Le four était resté allumé et tout ce qu'il y a dedans s'est cramé. Et puis même, il y avait une cuillère dans le plat, elle est toute fondue. Puis alors, je te dis pas, le plan de travail, c'est n'importe quoi, il a tout laissé traîner. Ben, il est où ton père ? Oh, je sais pas, je crois qu'il dort. Une cuve, ouais. Ce jour-là, j'ai promis à mon fils que je laisserais pas ça se reproduire. La semaine d'après, j'ai pu aller à la gendarmerie. Il m'aura fallu une 2e fois pour y aller vraiment faire ma déposition. Mais j'ai jamais oublié ce moment-là. Et quand je suis allée à la gendarmerie, je savais que ça pouvait être dangereux parce qu'il était capable de m'écrire à peu près à cette période-là. Tu es perverse, narcissique et hypocrite. Tu te moques de moi sans arrêt. Tu veux que je meure, tu seras bien contente d'être débarrassée de moi. Tu pourras dire à mon enterrement, on a bien essayé de l'aider, mais il était fou. Je suis fou. Il faut que je me tue ou quelqu'un d'autre. Il va y avoir du sang et tu en seras seul responsable.
Tais-toi, réfléchis avant de me parler, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. Là-dedans, vous avez un petit mélange de tout ce qu'il peut y avoir, les menaces, les insultes, couper la parole, le renversement de responsabilité, voilà. Il était vraiment là-dedans. Et quand on est là-dedans, ça mène à ce qu'il me disait sur la fin. Ça me fait penser à une tragédie grecque où tout est emporté par quelque chose de plus fort que toi. Je vais partir, reste-t-elle avec moi, au cœur de cette beauté qui aurait dû être l'aboutissement heureux du chemin de nos âmes sœurs. Il n'en est non pas le théâtre malheureux, mais le théâtre tragique de la fin de notre amour terrestre. C'est dangereux, my love, dangereux. Il m'avait prévenu, pourtant. Tragédie grecque. Quand je fais une sculpture, je ne sais pas forcément ce que je vais y mettre. Les plus belles, elles sont le résultat de ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui ne passe pas par le mental. Un jour comme ça, un jour où je suis descendue à 4 heures du matin justement pour me mettre à l'atelier, j'ai fait une sculpture qui était très belle, qui s'est appelée Pénélope. Vous connaissez Pénélope, hein, la femme d'Ulysse, celle qui l'attend pendant des dizaines d'années, la fidèle, patiente. J'étais trop patiente. Et puis des fois, les sculptures, elles disent des choses, même plus tard. Une fois comme ça, j'ai une amie, elle me dit, au moment où j'ai mis la maison en vente, enlève tout ce que tu as mis qui est personnel. J'avais plein de sculptures un peu partout dans le jardin. Puis un jour, j'en vois une, mais sur l'appui de la fenêtre, j'avais pas fait gaffe, c'était un couple. Moi, j'en fais très peu des couples. Elle était là parce que je pouvais plus la vendre. La femme, elle avait été cassée et recollée là. Et après, celle-ci, j'ai envie de vous la présenter. C'est la première que j'ai refaite après. Elle a les mains qui protègent la petite fille qui est à l'intérieur. Elle s'appelle Protégée du déluge. Ça fait partie de ma reconstruction par la sculpture. Je vous avais dit que j'avais commencé par le théâtre. Je vous refais une petite scène. Lui, il parlait de tragédie grecque. J'ai pas fait gaffe au début quand il me parlait de ça. Et puis, c'est mon papa un jour qui me parle qui lui parle à lui d'ailleurs de Othello. Othello, il est marié à Desdémone, mais un jour on lui dit que Desdémone le trompe. Il n'a pas été vérifié. Il est allé trouver Desdémone qui est dans son lit en train de dormir. Il veut la tuer. Frapper. Meurtrir ce sein aussi pur que la neige et que le marbre blanc des tombeaux. Le ferais-je ? Non. Pourtant, il le faut qu'elle meure. Autrement, elle en trahirait trop dans sa vie. Oh, parfum tendre, tu vas donc t'exhaler pour jamais. Mais avant, je veux te respirer vivant. Il l'embrasse. Ô souffle parfumé. Ce souffle qui m'enivre me persuaderait presque qu'elle doit vivre, que la justice doit briser son glaive. Oh, cher parfum, encore un seul baiser, le dernier, encore un. Tu resteras couchée et belle de la sorte, et je vais te tuer et je t'aimerai morte. La justice du ciel frappe ainsi ce qu'elle aime. Et il va la tuer, effectivement. Comme va être tuée Carmen, comme Scheherazade échappe aussi de peu au féminicide chaque soir en racontant ses histoires. En fait, notre culture, elle véhicule beaucoup d'histoires d'amour violentes. En fait, notre culture, elle véhicule une vision de l'amour qui porte en elle les germes de la violence. Si on regarde de près, l'amour, il est partout. Alors, plutôt l'amour du couple, hétérosexuel de préférence. Il n'y a qu'à voir comment on traite les célibataires, et surtout les femmes célibataires. Elles ont un peu raté leur vie, non ? Ou alors c'est des maris couche-toi là qui vont papillonner à droite à gauche. On a quand même un regard méprisant. Les hommes, c'est un petit peu différent parce qu'il y a ce côté don Juan qu'on peut leur trouver. Mais quand même, au bout d'un moment, c'est bien de se caser et d'avoir des enfants.
Ils vécurent heureux et eurent des enfants, ils vécurent longtemps et heureux, voilà. Et l'histoire, elle se termine comme ça. L'amour, il dure toujours. Il est éternel. Alors, d'autant plus quand il y a les liens indissolubles du mariage, hein, pour le meilleur et pour le pire. Moi, il me disait ça, il me disait « Je suis ton homme, t'es my love, point barre ». On n'en déroge pas. L'amour, il peut tout. L'amour, il peut transformer un monstre ou une grenouille en prince charmant. L'amour, il est violent aussi. Regardez les westerns, les séries, les romans. Moi, j'étais bercée par, je sais pas, Autant n'emporte le vent, West Side Story. Deux rivaux ou deux gangs qui s'affrontent, deux hommes vaillants, courageux, valeureux, qui n'ont peur de rien, qui vont se battre pour une femme jolie, souvent fragile, en tout cas qui ne peut pas se débrouiller toute seule. Voire même, on va érotiser cette violence. On va se dire, une femme, elle a besoin qu'on la force un peu, elle fait semblant de refuser, mais en fait, elle a envie voilà, elle a envie, oui, qu'on la brutalise un peu. Et ça apparaît dès les contes de fées, les dessins animés pour les enfants. Je vous parlais des publicités, partout. Donc, au bout du compte, on a quoi? On a une jolie princesse un peu gnangnan qui attend son prince charmant. Voilà. Une petite fille à sauver d'un côté, et puis un chevalier valeureux et courageux pour venir la protéger. Alors ça, on l'a intégré, en fait, dans nos mentalités, depuis le début. Les nourrissons, il y a des études qui ont été faites sur les pleurs des nourrissons. On ne peut pas distinguer aux pleurs d'un nourrisson si c'est un garçon ou une fille. Sauf que nous, si on pense que c'est un garçon ou une fille, on ne va pas les écouter de la même manière. Les pleurs d'une petite fille, on va assez vite dire ouais, c'est une chieuse, elle n'arrête pas de se plaindre, elle est un peu fragile. Si c'est un petit garçon, ouais, il a du tempérament, lui, il saura se défendre. Hein. Moi, je suis allée chercher mes petites filles à l'école il n'y a pas longtemps, c'était la fin du carnaval. Plein de petites princesses en jolies robes. Une seule fille qui n'était pas déguisée en princesse, qui était déguisée en tigre, une de mes petites filles. Et les petits gars? Alors vous aviez des pirates, des chevaliers, des Superman, voilà, quoi. Eh bien on a ça chez des petits bouts quoi, de maternelle. Petit à petit, on va intégrer des codes, des injonctions. Un homme, faut qu'il soit fort, faut qu'il sache se défendre. Mon mari disait à ses enfants, défends-toi, hein, et puis tu cognes d'abord et tu t'expliques après. Il ne doit pas pleurer, le garçon. Ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont entendu quand ils étaient petits. Hein. Ouais, pleure pas, t'es un garçon, quoi, t'es un mec. Hein, il vous disait, ouais, allez, t'es pas une chochotte, quoi, sèche tes larmes de croco, c'est pas grave. Et puis il doit quand même être séducteur. Il doit plaire aux femmes. Il leur demandait aussi, quand est-ce que tu nous ramènes une copine? Bah oui, hein, on est encore dans l'injonction d'avoir une copine. Et la femme, elle, la fille, faut qu'elle soit jolie, maquillée, ce qu'il faut qu'elle soit douce. Une fille, ça se met pas trop en colère, hein. Faut qu'elle soit gentille, faut qu'elle soit serviable, faut qu'elle passe les petits gâteaux d'apéro à tout le monde, faut qu'elle joue à la dinette, à la poupée. Bref, on intègre ces codes où l'homme va être plutôt éduqué à soumettre et la femme éduquée à se soumettre. À cela, j'ai envie de rajouter un petit chapitre sur les émotions. C'est en écoutant un podcast du cœur sur la table qui s'appelle L'ingénieur et l'infirmière. C'est la deuxième fois après cette BD où j'ai eu le sentiment qu'on parlait de moi et de mon histoire. Lui était ingénieur, moi aussi au départ, mais je me suis assez vite retrouvée infirmière, dans le sens qui prend soin des autres. On peut dire que
Un enfant, quand il est enfant et que l'adulte qui s'occupe de lui ne comprend pas ses besoins, ne répond pas à sa demande, à l'expression de son émotion ou de son besoin, il y a deux attitudes possibles. Soit il va en rajouter, il va tout faire pour se faire comprendre, il va surinvestir la sphère émotionnelle, ça va plutôt être la tendance d'une petite fille. Ou alors, il va se dire, si mes besoins, on les entend pas, c'est que c'est pas bon à entendre, et il va les mettre sous le tapis. Ça va plutôt être l'attitude du petit garçon. À part la colère, parce que la colère, c'est associé à la virilité, au courage, à la force. Donc ça, il peut y aller. Mais la peur, l'anxiété, tout ça, ça fait pas trop garçon, donc on le masque. Il se forge une espèce de carapace. Et ce qui fait qu'il va refouler toutes ses émotions, et la seule personne finalement sur laquelle il va éventuellement pouvoir les décharger, c'est sa compagne. Parce qu'elle est là, et elle a appris à les accueillir. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'est pas pour rien que les femmes prennent soin des relations et sont beaucoup plus que les hommes dans les métiers du care. C'est pas pour rien que souvent c'est les mamans qui vont s'occuper du petit cadeau à la maîtresse à la fin de l'année, de rendre l'invitation aux voisins ou de penser à l'anniversaire du beau-frère. L'homme, cette relation, cette injonction au couple dont je vous ai parlé, elle le met dans une posture qui crée une certaine vulnérabilité, parce qu'en fait, si la compagne ne répond pas à son besoin, eh ben lui, il est frustré, il est déçu, et c'est à ce moment-là qu'il peut mobiliser la violence dont je vous ai parlé au début. Donc, on se retrouve en fait dans un système qui, en obligeant quelque part l'homme à se conformer à cette image-là et la femme à cette image-là, elle est violente pour les deux. En fait, elle est violente pour tout le monde. Ce système, c'est ce qu'on appelle le patriarcat, qui n'est pas un gros mot brandi par les féministes, hein, c'est ni plus ni moins que l'instauration de cette inégalité qu'on a si bien intégrée et rendue transparente. Et c'est ça qu'on aurait tout intérêt à déconstruire. On va faire une petite chanson. Alors, s'il y en a qui la connaissent, vous avez le droit de la chanter avec moi. J'ai vu qu'il y avait des jolies voix ce soir. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, s'y tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Merci. Alors, j'ai quand même oublié de vous raconter des choses. C'est que cette situation-là, elle date pas d'aujourd'hui. L'invisibilisation de la femme, la domination de l'homme sur la femme, elle date de peut-être toujours. Il y a eu un temps où les femmes pouvaient être chevaleresses, orfèvresses, médecines, autrices, peintresses, philosophesses. Et puis, il y a eu une période où les hommes ont voulu reprendre la main en se disant « Oula, des femmes puissantes qui ont des connaissances, c'est dangereux ». 1635, le cardinal Richelieu, qui est à la fois homme d'État et homme d'Église, crée l'Académie française. L'Académie française, c'est une assemblée d'hommes qui avait pour mission de redonner au langage ses lettres de noblesse. On a évacué tous ces noms de métiers au féminin. On a confisqué aux femmes la possibilité d'être médecine,
médecin, c'est devenu un métier exclusivement masculin. Ça a duré longtemps. En 1920, Marie Curie a posé sa candidature pour entrer à l'Académie française. Elle a été refusée. Il a fallu attendre 1980 avec Marguerite Yourcenar pour avoir la première femme. Aujourd'hui, il y a 31 hommes, 4 femmes. Il y a quelques années, elles ont quand même réussi à obtenir qu'on remette au féminin un certain nombre de métiers et de grades dans l'armée. Et puis quand ça suffit pas de confisquer les inventions des femmes au profit des hommes, parce que vous le savez peut-être, mais par exemple, Félix Mendelssohn s'est approprié les compositions de sa sœur. On sait qu'Auguste Rodin s'est approprié des créations de Camille Claudel. Que Einstein avait beaucoup travaillé avec sa femme, mais on ne parle jamais d'elle. Et quand ça suffit pas, eh bien on les élimine purement et simplement, physiquement. C'est les chasses aux sorcières. Ah, ça me fait penser, j'ai un livre qui est très intéressant sur les sorcières. Je l'ai cherché pendant des semaines en me disant, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire de ce livre-là? Et puis un jour, je vais mettre les emballages, ça déborde. Voilà. Et qu'est-ce que je retrouve? Plein de livres. Alors, il n'y avait pas que celui sur les sorcières, il y en avait d'autres, que des histoires de femmes, affaires de femmes, nos absentes. Mais celui-là, il lui avait particulièrement été odieux à cause du sous-titre « La puissance invaincue des femmes », Mona Chollet. Eh bien oui, les femmes puissantes, elles faisaient peur. Et celles qui n'étaient pas sous la coupe d'un homme, les célibataires, les veuves, les jeunes filles, celles qui avaient des connaissances au niveau des plantes, qui pouvaient être sages-femmes, avorteuses. Elles étaient trop dangereuses, on les a éliminées sur les bûchers. Jusqu'à ce que, quelque part, elles intègrent que pour être tranquilles, il valait mieux qu'elles se cantonnent à la sphère qu'on voulait bien leur laisser, la sphère domestique. Les salons, éventuellement, les salons mondains. Ça a duré comme ça longtemps. À la Révolution française, les femmes ont pris part à la Révolution et elles avaient envie de prendre part à ce qui allait être construit derrière. Vous connaissez sans doute Olympe de Gouges, au moins de nom, qui a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Malheureusement pour elle, elle a fini sur l'échafaud. Et quelques années après, le Code civil a mis dans le marbre ce que les femmes avaient le droit, ou plutôt n'avaient pas le droit de faire. 1804, 1810, le Code civil, c'est lui qui va instaurer les 2 piliers de la civilisation industrielle, la liberté et la propriété. La liberté, elle n'est pas pour tout le monde. Et le propriétaire, vous devinez qui c'est. Les femmes, à partir de cette période-là, vont être considérées comme des mineures, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun droit sans l'autorisation de leur mari, ni celui de travailler, ni celui d'acheter des choses. Elles peuvent éventuellement avoir des biens, mais elles ne peuvent pas en tirer ressources. Article 213, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Inutile de dire que les droits sont complètement inégaux en matière de divorce également. Que le père a toute puissance paternelle sur ses enfants. Il faudra attendre 1970 pour que l'autorité parentale soit partagée. Le pompon, c'est l'article 324. Dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Ouais, c'est écrit dans le Code civil, c'est excusable, mais vous vous rendez compte? Bon, il faudra attendre 1965 pour que la femme puisse travailler de son propre chef, pour qu'elle puisse avoir une carte bleue ou un chéquier. 1975, le divorce par consentement mutuel. 2013, la fin de l'interdiction du port du pantalon. Et oui, mais heureusement, on n'avait pas attendu pour le faire. En 1793, lors d'un discours, le citoyen du Lawrence dit aux femmes « Femmes, les lois ont prononcé. Vous ne traiterez point dans les assemblées politiques des grands intérêts de l'État, mais qu'il vous reste d'honorables fonctions à remplir.
les soins de votre ménage, l'éducation de vos enfants, un tendre attachement à vos époux. Voilà où vous devez placer votre orgueil et vos jouissances. Rien que ça, mesdames. Je pense que je l'ai intégré parce que, regardez ce que j'écris, moi. En 2018 encore, c'est quand même vachement tard. Hein. Quand même, m'entendre dire une journée comme aujourd'hui où je n'ai fait que de la paperasse, que je ne fais rien que m'amuser ou donner de mon temps à des assos, sous-entendu qui n'ont aucun intérêt, c'est un peu dur. Qui dans cette maison fait le repassage, la lessive, la vaisselle qui traîne, emmène les enfants à l'école, aux activités, s'occupe des papiers à remplir, de la sécu, des relevés de compte, du chat, de remplir le frigo, de préparer à manger, de prendre les rendez-vous chez le médecin ou le kiné ou le luthier. Je m'arrête. Tout cela, je le fais volontiers si tu ne craches pas dessus. J'aimerais juste que tu en aies conscience au moins, et que tu ne prennes pas comme un dû que je sois là quand tu rentres ou que je m'occupe du repas, ni comme une faveur que tu me fais que je puisse aller au tai chi ou bosser pour une asso. Je ne suis pas une employée de maison. Quoique, on peut se demander. Dans ce contexte-là, comment on fait avec ça ? Comment on fait pour regarder ces cas de violence extrême ? La violence ordinaire, on a dit, on l'a plus ou moins intégrée, elle est plus ou moins banalisée. Mais ça, quand même, c'est difficile de le banaliser. Quand c'est juste une claque, on peut dire, comme on a dit pour Adrien Quatennens, ouais, bon, ça va, c'est qu'une claque, c'est pas si grave. On peut, hein, je vous ai bien compris que je ne le pense pas. Mais là, en fait, le moyen qu'on a trouvé, c'est de mettre ces auteurs de violence dans une catégorie à part, celle des monstres. Créer des monstres, alors sous diverses formes, hein, soit c'est des fous, des gens qui sont débordés par leurs émotions ou qui ont perdu tout contact avec leurs émotions. Ça peut être des étrangers, des migrants, tiens, par exemple. Ça peut être des gars qui ont tellement souffert dans leur enfance que les pauvres... bon, mais enfin, il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent dans leur enfance, dans les statistiques, et c'est pas elles qui sont violentes quand même. Hein. Bref, en créant une catégorie à part comme ça, on peut éviter de questionner sa propre violence à soi, en fait. Rose Lamy, elle a écrit un petit bouquin, non, je l'ai pas là, qui s'appelle Les bons pères de famille. Et elle dénonce très bien ça, que les bons pères de famille ont réussi à créer une société où ils se protègent les uns les autres pour pouvoir faire perdurer ces privilèges que les hommes ont de fait dans cette société patriarcale. Et Anne Bouillon, avocate dont je vous ai parlé, elle dit carrément que si on traite les hommes comme des monstres, on pourrait aussi dire comme des salauds, hein, c'est-à-dire comme vraiment des hommes à part, comme des Dutroux, comme on a pu voir ça lors de certains procès, en fait, on empêche les hommes de questionner leurs propres actes. Et finalement, c'est pas leur rendre service. Alors que si on leur dit, sans des responsabilités pour autant, qu'ils sont eux aussi le produit de cette société, ça peut permettre d'interroger cette violence masculine. Aujourd'hui, on a vu pour le procès Mazan, par exemple, que les violeurs, c'est pas des monstres. Ça peut être le voisin, un ami, un frère. Les psychiatres qui font les expertises des accusés de violences conjugales, c'est très rare qu'il y ait des pathologies. Ce ne sont pas des hommes malades, fous, ce sont des hommes normaux. Donc, cette violence-là, elle est finalement possible partout. Tous, nos pères, nos frères, nos amis, c'est le titre d'un livre de Mathieu Palin qui dit la même chose, sont potentiellement violents. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte ou pas ? Après, c'est une histoire individuelle. C'est ce que je vous ai raconté, là, le bouton rouge sur lequel j'ai appuyé. Ce petit livret que vous pourrez regarder tout à l'heure, si vous voulez, c'est des sculptures
sur lesquels j'ai écrit des petits textes. Quand j'ai commencé à retravailler, j'ai fait des dessins, et sur certaines, j'ai écrit. Là, j'ai écrit la vie danse. Sur d'autres, j'ai écrit voilà, des petites phrases ou des dessins. En fait, je fais apparaître ainsi, en mettant des mots dessus, ce qu'il y a dans une sculpture et que je n'ai pas forcément mis de manière intentionnelle. L'art peut contribuer à ça, à venir à la conscience des choses qui sont dans l'inconscient. Et pour moi, la solution pour sortir de ce silence, c'est ça, pour faire remonter à la conscience ce qui est dans l'inconscient individuel et collectif. Et ça, comment on le fait ? On le fait par la parole. Moi, aujourd'hui, je parle, mais ce qui serait encore mieux, c'est que je ne sois pas toute seule. Alors, la parole, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte notamment depuis MeToo. Et en ce moment, on parle beaucoup de ces questions-là. Moi, j'ai remercié Judith Godrèche d'avoir ouvert la parole. Dans le cinéma, on en parle. Il y a des livres, il y a toute une pléthore de livres aussi, de femmes qui témoignent de ce qu'elles ont vécu. Encore la semaine dernière, on m'a fait passer toute une enquête du Monde sur les féminicides de l'année 2018. Une vingtaine de journalistes sont allés à la rencontre des familles ou des proches ou des institutions qui ont été au contact de ces femmes-là pour comprendre et pour raconter. Et ce qu'ils racontent, c'est peu ou prou ce que je tente de vous raconter aujourd'hui. Donc, ça montre bien qu'il y a des ouvertures possibles. Dans l'entourage, d'abord, vous savez, toutes ces petites expressions, on lave son linge sale en famille, qui ne dit mot consent, et d'autres encore, qui aime bien châtie bien. Comme si ce qui se passe derrière les volets d'une maison, c'est votre affaire, c'est le couple, c'est votre intimité, on s'en mêle pas. Eh bien, si, il y a un moment où on ne peut pas se contenter de fermer les yeux. Moi, je remercie les amis qui m'ont demandé un jour, est-ce qu'il te frappe ? Ou bien, est-ce que tu as encore du désir pour lui ? vous vous souvenez de cette période où on ne pouvait pas sortir de chez soi sans remplir un petit papier, là ? Ouais, hein ? On ne pouvait pas se réunir non plus à plus de 6 ou 8, je sais pas quoi, là, le confinement. Le confinement, alors ça a été une période compliquée et qui a créé plein de problèmes. Mais moi, pour une chose, je remercie le confinement. Pour cette soirée où on a invité les copains. Les copains sont restés dormir, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ce soir-là, il a été tellement mal que les copains ne l'ont même pas vu. Il était déjà à cuver. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, en fait, il n'y a pas eu moyen d'éviter la confrontation, enfin, voilà, le fait de pouvoir parler. Et pour moi, ça a été une ouverture vers quelque chose des choses, une perche tendue, en quelque sorte. Puis la deuxième fois, je monte à Lyon pour une répétition de musique. Et puis, il m'appelle. Qu'est-ce que t'as fait du saucisson? C'est toi qui l'as emmené? Non. Enfin, j'ai acheté un saucisson au marché dimanche et il est pas là. J'en sais rien, moi, j'ai pas touché à ton saucisson. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un saucisson? Moi, je suis végétarienne en plus. Alors là, ça a été le début de... Il voulait que je rentre, j'ai eu des menaces, voilà, un discours un peu comme ce que je vous ai lu tout à l'heure. Eh ben, j'ai tenu bon. Je suis allée à ma répétition, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Et le lendemain, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, après avoir eu des appels encore à 5 heures du matin, avec des propositions qui tenaient pas la route, j'arrive, et là, je vois un grand panneau. Je ne veux plus vivre avec toi. C'était clair. Et à côté, il y avait mon neveu. Il était arrivé 20 minutes avant moi. Je me suis demandé ce qui se passait. Voilà. Je lui ai dit, tu l'as vu? Elle me dit, non, je ne sais pas où il est. Il dormait. Et là, ça a été le début, en fait, il a parlé à ses parents, donc la famille a su
C'est la première nuit où moi, j'ai pas dormi à la maison parce que c'était vraiment trop risqué pour moi. Et c'est suite à ça que, voilà, j'ai pu effectivement aller faire le pas d'après. Le pas d'après, c'était la gendarmerie. Alors les institutions, parlons-en un peu. Il y a plein de gens qui témoignent de ce qui se passe. Il y a plein de choses qui ont bougé depuis 20 ans, 25 ans. Allez. 2000, enquête nationale sur les violences faites aux femmes. On a pris conscience à ce moment-là de l'ampleur du phénomène et puis surtout de l'occultation par les femmes elles-mêmes de ce qui se passait. 5% seulement des femmes qui se font violer vont porter plainte. Et 1% peut-être donne lieu à une condamnation derrière. On a compris avec cette enquête que ça touchait souvent des proches et que ça touchait toutes les classes sociales. En 2019, il y a eu un Grenelle des violences faites aux femmes qui a permis de faire 3 lois. Ces lois, notamment, ont fait rentrer dans la loi le terme d'emprise, de suicide forcé, harcèlement moral entre conjoints, c'était déjà un peu avant. Le numéro d'urgence pour les femmes est accessible maintenant 24 heures sur 24. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place comme des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement quand il y a eu une mesure d'éloignement du domicile conjugal qui a été prononcée, des hébergements d'urgence pour les femmes, de la formation. Quand on va dans un commissariat, on peut trouver quelqu'un qui est formé sur cette thématique particulière. Les médecins sont incités aussi à poser des questions aux patientes qu'ils reçoivent, même si elles viennent pour complètement autre chose. On peut déposer plainte à l'hôpital. Quand on va pour déposer une main courante, en fait, c'est forcément une plainte à partir du moment où ce sont des faits de violence conjugale. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé de ce point de vue-là. Mais, évidemment, il y a un mais. Évidemment, c'est pas assez. C'est pas assez à tout point de vue, c'est-à-dire que c'est pas assez dans le timing. Même lui, il me disait, si j'avais voulu te faire un truc, j'avais 10 fois le temps. Il avait raison. Entre le moment où je suis à la gendarmerie et le moment où lui a été convoqué, il y avait beaucoup trop de temps. Il n'y a pas assez de personnel dans les commissariats et les gendarmeries, mais aussi au niveau de la justice. C'est-à-dire que, comme en plus maintenant, c'est forcément des plaintes, il y a beaucoup plus de plaintes, beaucoup plus de dossiers, mais il n'y a pas assez de monde pour les traiter, donc on les classe sans suite, même s'il y a des femmes et des enfants en danger. Il n'y a pas assez d'argent. La Fondation des femmes, elle estimait en 2023 qu'il fallait 2,6 milliards, là où il y avait 185 millions de budget, donc on est loin du compte. Voilà, il y a encore du chemin à faire, mais on va dire qu'il y en a qui a été fait, et notamment, j'ai envie de parler de celui qui a été fait par les médias. Les médias, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, parlaient facilement, comme mon mari dans son petit mot, de drame passionnel ou de dispute conjugale. Je vais vous citer un petit exemple parce que quand même c'est savoureux ça, ce qu'ils peuvent dire. Océane a été sévèrement boxée par son compagnon, boxeur médaillé. C'est véridique, mais ça a été modifié. Battue par son compagnon dans le Gers, Océane témoigne. C'est un homme sans histoire qui a eu un geste malheureux. Non, on est bien d'accord. Violent avec les femmes et les portes. Ouais, ça fait rire un peu jaune. Règlement de compte amoureux. Mais où est l'amour là-dedans Mais même, figurez-vous que dans le journal que je vous ai fait lire tout à l'heure, ceux qui sont pas trop loin l'ont peut-être vu. J'aurais pu être la 116e victime d'homicide conjugal cette année. Non, moi j'ai pas dit ça, de féminicide. Voilà. Donc il y a encore des réflexes, mais il y a des associations qui veillent, des collectifs qui veillent et qui signalent aux journaux quand il y a un truc qui tourne pas rond, qui est mal écrit. On peut pas parler d'amour là et ça fait quand même changer les choses. Et les collectifs d'ailleurs, faut le souligner, ils font un travail remarquable. Il y a plein d'associations d'aide aux victimes. Moi, ma sœur m'avait fait passer plein d'infos.
On peut citer le planning familial, les CDIFF, on peut signaler le collectif Nous Toutes, qui permettent aux femmes d'avoir des soutiens, de se sentir accompagnées par d'autres femmes, de sentir cette sororité dont on a tant besoin pour s'unir et défendre nos droits. Avant de conclure, j'ai envie de parler quand même de la petite question de l'éducation. L'éducation, parce que si on veut faire bouger les choses, c'est là que ça va se jouer en fait. Sensibiliser, alors tout le monde, hein, pas que les enfants, mais les jeunes qui sont à un démarrage d'une relation, les sensibiliser à qu'est-ce que c'est qu'une relation qui soit pas dysfonctionnelle, qui soit normale, qui soit saine, équilibrée. Qu'est-ce que c'est que la violence? J'ai essayé de vous montrer un peu ce que c'est, mais d'arriver à faire sortir de l'invisibilité cette violence ordinaire pour que dès le début on puisse réagir quand quelque chose n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est pas juste de ne pas dire non. La question des enfants, elle se pose aussi dans les affaires de justice. Alors les miens étaient déjà un peu grands, mais quand il y a des jeunes enfants, ça crée des situations compliquées dont ils souffrent aussi. Donc pour eux, il y a vraiment besoin aussi de se mobiliser. On a longtemps cru qu'un mari violent pouvait être un bon père. Maintenant, on en revient. On sait qu'un mari violent peut être un père violent. Donc la question de la coparentalité, elle est délicate, mais elle est nécessaire à traiter. Un petit résumé du féminicide par Christelle Tarot, dont je vous ai parlé au début. Le féminicide n'est pas une anomalie. Il est le symbole d'un système de domination très ancien qui repose sur la banalité, mais aussi l'impunité des violences faites aux femmes et des crimes de haine à caractère sexiste. Ces discriminations genrées forment un système de violence si ancré, si incorporé, si intégré, aussi bien individuellement que collectivement, qu'il finit par être transparent, impensé, tabou. Ce système, c'est le patriarcat. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Et pourtant, en 2023, les services de sécurité recensent 271 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. Ça, c'est les chiffres du ministère. C'est une augmentation de 10% par rapport à l'année d'avant. Sur ces victimes, 85% sont des femmes. Les auteurs, dans 86% des cas, sont des hommes. Donc, ça représente beaucoup de monde. Et malgré tout, dans un rapport de l'ONU, 25% des personnes interrogées estiment qu'il est normal, justifiable, pour un homme de battre sa femme. Donc les mentalités, elles ont encore à bouger. Comment aider les victimes? Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à l'entourage. Si vous connaissez des personnes qui sont dans des situations comme ça, c'est ne vous découragez pas. Continuez à être là et à tendre la main. Moi, c'est mon expérience. J'ai eu besoin de temps. Et sortir du déni, puis sortir de la relation, ça a été compliqué, mais ça a été possible grâce aux infos qu'on m'a données, grâce au soutien que j'ai pu avoir. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en tant qu'entourage. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des auteurs? Sachant que dans quasiment tous les cas, les auteurs qui sont condamnés nient ou minimisent les violences dont ils sont auteurs. Ils s'en rendent même pas compte. Et quand ils s'en rendent compte, ils se disent que c'est pas très grave. Que faire des enfants? Je viens d'en parler. Et puis, ce que j'ai envie de dire encore, c'est que pour agir sur ces questions de violences faites aux femmes, il faut aussi agir sur les inégalités dans les autres domaines, au travail, dans la rue, les inégalités liées au racisme, etc. On a vraiment besoin de travailler sur tous ces plans.
Et quelque part, le sexisme, il commence quand on ne veut pas remettre en cause ses comportements. Moi, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Les petites réflexions du style « Ouais, mais bon, vous êtes quand même pas si mal lotis, hein, il y a des pays, c'est bien pire. » Eh bien, ça a toujours été comme ça. Ouais, bon, c'est pas si grave quand même. Bah si, c'est grave. L'association Nous Toutes, dont je vous parlais, en 2024, à l'occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, a voulu faire une banderole qui rend hommage à toutes les victimes depuis le début du mandat de Macron. Donc de mai 2017 à novembre 2024, 1016 femmes ont été tuées. En voulant l'écrire de la hauteur d'une main, ça fait une banderole qui fait 130 mètres de long, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. Eh ben, c'est beaucoup. L'idée, c'est de les garder visibles, qu'on passe pas à autre chose, qu'on passe pas d'un iceberg à un autre, non, qu'on aille voir ce qu'il y a en dessous. Et pour toutes les Édith, Lison, Michel, Yasmina, Juliana, Peggy, Héloïse et les autres, je vais chanter pour qu'on ne les oublie pas. Pareil, vous pouvez chanter avec moi. Nous chantons sans peur. Nous crions justice. Nous demandons à ce qu'on ne les oublie pas et qu'enfin tombe le féminicide. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Je vais rajouter un petit truc. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Pour moi, c'est très émotionnant, même si ça se voit pas forcément tout le temps, mais de raconter cette histoire, de la raconter quand il y a mes fils qui sont là, une partie en tout cas, et de la raconter si tôt après ce qui s'est passé. Pour moi, c'est important parce que je trouve qu'il y a une urgence. Il y a une urgence parce qu'à chaque fois que j'en entends parler de une qui succombe, moi ça me fait revivre en fait ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'ai mis toute une liste de ressources, de livres, de bibliographies, de podcasts là-bas. Vous pouvez soit la prendre en photo, soit si vous me laissez un mail, je vous l'enverrai par mail. J'ai même un petit carnet si jamais vous avez envie de laisser un petit mot, une adresse mail dedans. Et puis, si vous avez envie de venir voir les sculptures, n'hésitez pas. Voilà, c'est mon travail. Merci.